problème de l'inflation qui agite évidemment pas mal les chambres parce qu'il y a des répercussions à la fois sur les activités des producteurs mais aussi sur les consommateurs, en particulier sur leur comportement alimentaire, et ça conditionne évidemment les débouchés des producteurs. Alors je voudrais juste faire sur ce retour de l'inflation un préambule, parce qu'on a passé quand même pas mal d'années à se féliciter du combat qu'on avait mené, qu'on pensait avoir réussi et à éradiquer l'inflation. On était quand même sur des années 70 avec des inflations à 2 chiffres, je vais y revenir. Et on a mis en place, à partir des années 80, une politique de désinflation qu'on avait appelée compétitive. Compétitive pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'avec la baisse des prix, on pouvait regagner des parts de marché, donc en termes de compétitivité prix. Et on le voit bien, effectivement, l'adoption de cette politique économique dans les années 80-90 avait permis au secteur industriel notamment, qui connaît des fluctuations assez importantes selon les périodes, on bascule, on alterne d'un déficit à des excédents. Et donc on avait réussi à basculer dans un secteur qui nous met souvent en difficulté sur les marchés internationaux, à dégager un excédent sur les produits manufacturés. Et puis vous voyez que, deuxième illusion, cette désinflation n'a pas permis durablement d'avoir un excédent commercial sur les produits manufacturés. Et on voit bien la dégradation depuis le milieu des années, depuis 2005 à peu près, depuis la crise en fait, économique et financière, cette dégradation du solde commercial en produits manufacturés. Et j'ajoute au passage, et ça fait partie un peu de vos débats, l'industrie en France dans les années 70, c'était 25% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est tombé à 10%. Alors que l'Allemagne a maintenu une part dans le produit intérieur brut de son industrie à peu près égale de 23-24% depuis toutes ces années. Donc ça aussi, c'est un signal qu'il faut avoir à l'esprit, parce que le secteur agricole, avec toutes les difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure, il ne faudrait pas que ce secteur connaisse le même sort. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette inflation qui était très faible pendant des années était indissociable évidemment de la création de la zone euro. Il y avait un certain nombre de critères à respecter, de déficit public, d'endettement public et d'inflation. On devait, dans les pays membres de la zone euro, respecter une inflation en moyenne de 2%. Et on y était arrivé, au point même qu'on avait parfois des périodes même où on frôlait la déflation, c'est-à-dire une baisse cumulée des prix. Et le secteur laitier qui a été évoqué tout à l'heure, après la sortie, on a connu de telles chutes de prix qu'on était dans des phases de déflation en quelque sorte, donc ils ne pouvaient pas rémunérer les producteurs. Alors c'est important de rappeler ça, parce que dans les deux autres critères de convergence, comme on les appelait, il y avait l'inflation, mais il y avait aussi le déficit public et l'endettement public. Je rappelle que pour l'année 2023, on devrait être aux alentours d'un déficit public en pourcentage du PIB de 4,6. Or, la limite fixée par la zone euro, c'est 3. Et l'endettement, on est à 108%, et la limite, c'est 60%. Ce qui veut dire que, avec l'augmentation des taux d'intérêt, la charge financière sur l'endettement de l'État va lourdement s'aggraver pour cette année, puisqu'il est prévu d'avoir une charge financière due essentiellement au taux d'intérêt à 75 milliards d'euros. Et ce qui devrait conduire l'État à continuer à emprunter cette année aux environs, et même sur l'année 2024, aux alentours de 285 milliards d'euros d'emprunts sur les marchés internationaux. Donc je précise d'emblée, parce que ça peut conditionner les débats au Parlement sur le projet de loi de finances, il est prévu par la Commission européenne au printemps de lancer une procédure contre la France pour déficit excessif. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça peut évidemment conditionner les politiques et les décisions de politique économique, fiscale, budgétaire, etc. Donc, il faut revenir sur les facteurs explicatifs de cette inflation, et vous allez voir qu'elle n'est pas soudaine, elle s'est préparée à partir de la fin de l'année 2020.
essayer de voir quels en sont les effets, en particulier sur l'agriculture, que ce soit sur les producteurs et sur les consommateurs, et puis éventuellement brosser quelques hypothèses sur les issues possibles pour sortir de cette inflation qui est préjudiciable à peu près pour tout le monde. Alors, je vais revenir rapidement sur avant la pandémie et avant la guerre. On était, si on regarde le graphique qui va suivre, vous voyez que dans les années 70, on était sur une inflation à 2 chiffres. Les générations les plus avancées en âge se souviendront, comme moi, que dans les années 70, c'était du 14%, 12-14% en moyenne. Et vous voyez qu'à partir du début des années 80, le tournant de 83-84, c'était la décision, on prend des mesures pour engager un processus de désinflation. Alors cette inflation était particulièrement préjudiciable pour l'économie française et pour l'agriculture en particulier, puisque ça plombait évidemment notre compétitivité prix. Nos prix étaient trop chers par rapport à nos voisins, ce qui engendrait des dévaluations successives. Souvenez-vous aussi les mouvements de parité monétaire. Et ça entraînait des perturbations sur les marchés agricoles, puisqu'il avait fallu instaurer un certain nombre de mesures compensatoires, les fameux montants compensatoires monétaires, pour garder à peu près les prix uniques entre les pays membres de l'Union européenne. Donc cette politique de désinflation, vous voyez, la courbe est sans appel. Elle a été une réussite pendant quelques années. On était même arrivé, vous voyez, à des taux parfois zéro, parfois avec des taux d'inflation négatifs, momentanément. Et puis, à partir de 2020, vous voyez que la courbe commence à se redresser. Et alors, on n'a pas retrouvé évidemment les niveaux des années 70, heureusement, mais on est dans une fourchette de 5-6% en France. On n'est pas les seuls concernés par ce retour de l'inflation, puisque sur la zone euro, on est à 5,2 et on est, nous, juste au-dessus, à 5,7. On est à peu près sur la moyenne de l'Union européenne à 27. Mais il y a des pays qui font moins que nous, mais il y a des pays qui font aussi beaucoup plus, comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Sans oublier, évidemment, des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont des inflations très lourdes. L'Argentine, c'est 100%, et la Turquie a quand même réussi à tomber de 80 à 50 ces derniers mois. Et qu'en termes de prix de l'alimentation, par exemple, ça peut avoir des conséquences particulièrement néfastes pour le budget des ménages. Ceci étant dit, il faut revenir donc sur la situation actuelle. Alors, quand vous regardez l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques, vous voyez que la reprise de la croissance économique à partir du deuxième semestre 2020, après avoir plongé quand même, là c'est sur l'économie mondiale, on était aux alentours d'une récession de moins 3%. En France, on est tombé à moins 8%. Ce qui veut dire que sur un budget, sur une valeur ajoutée totale, une richesse nationale d'un peu plus de 2000 milliards d'euros, vous enlevez 8%, ça vous fait une belle destruction de richesse quand même sur toute l'économie française. Donc, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, et en particulier celui de la France, avaient décidé à l'époque d'adopter des plans de relance. C'était le fameux quoi qu'il en coûte, le théorème d'Emmanuel Macron maintenant, le quoi qu'il en coûte, sur lequel il est obligé de revenir aujourd'hui au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc on a eu dans le monde entier une très nette reprise, rapide, fulgurante. Il fallait absolument sortir de l'ornière de la pandémie qui avait mis au congélateur l'activité économique, que les chaînes d'approvisionnement s'étaient grippées. L'agriculture avait réussi à continuer à produire et on n'a pas connu en France de rupture d'approvisionnement. Mais il n'en reste pas moins que cette remontée de la croissance économique à l'échelle mondiale se traduisait par une très très forte demande sur les matières premières. Pétrole, gaz, matières premières à usage industriel évidemment, et puis matières premières agricoles. Donc on a déjà les premiers signes annonciateurs d'une remontée des prix des matières premières qui vont se répercuter sur les produits transformés et arriver pour les entreprises et les consommateurs à des premiers signes d'inflation et de renchérissement des prix des produits finis. Mais il y avait aussi tout le reste, tout ce qui était emballage, tout le monde recherchait, puisque ça repartait, tout le monde recherchait ce type de produit. Les viticulteurs ont été aussi confrontés à un problème sur le verre, par exemple, pour mettre en bouteille
le produit, etc., etc. Et vous voyez que sur les grandes cultures, le président de l'Est l'a rappelé tout à l'heure, quand vous prenez la courbe de 2021 en vert foncé, vous voyez que dès la moitié de l'année 2021, on est quand même sur une tendance haussière assez nette, qui va évidemment s'accentuer avec la guerre en Ukraine, avec des pointes à 430 € l'année dernière au printemps, avant de redescendre à la faveur de l'abondance d'offres dans le monde, au fait que la Russie exporte massivement et à un prix très bas, et puis évidemment l'accord maritime entre l'Ukraine et la Russie a rendu un peu moins nerveux les marchés. Et on a quand même perdu depuis 200 € la tonne. Alors le prix reste élevé, mais on a quand même une décrue assez nette. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup de débats, nous les économistes, sur la nature de cette inflation. Alors, si j'étais économiste dans une banque centrale, je pourrais considérer que c'est une inflation qui résulte d'une masse de monnaie qui a été injectée dans l'économie pour relancer justement la machine. C'est pas tout à fait un phénomène monétaire. Je l'interprète plutôt comme le premier symptôme d'une crise de la transition écologique. Alors ça va vous surprendre, mais à force d'inciter, de prendre des mesures pour opérer cette transition écologique, énormément d'acteurs économiques de pays cherchent à se procurer des matières premières qui peuvent permettre d'assurer cette transition agroécologique. Par exemple, les batteries électriques pour les voitures, on nous dit qu'il faut passer au tout électrique pour les voitures, nécessitent un certain nombre de métaux rares, par exemple, le lithium, le cuivre, etc. Et il y a un espèce d'engorgement sur la demande qui ne permet pas à l'offre de répondre instantanément à cette demande qui est adressée. Sur le cuivre, par exemple, le Chili et le Pérou sont les principaux producteurs mondiaux, donc ils ne peuvent pas répondre. Il y a un peu de République démocratique du Congo aussi, comme principaux fournisseurs, mais ils ne peuvent pas répondre complètement à la demande. Et vous voyez le prix du cuivre, il oscille entre 8 000 et 10 000 $ la tonne. Donc probablement qu'il y a un lien entre cette inflation et cette transition économique qu'on doit opérer pour des perspectives de lutte contre le réchauffement climatique, etc. D'autant plus que je vous invite, si ce n'est pas fait, mais à lire le dernier rapport de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz sur les incidences économiques de l'action pour le climat. Ils indiquent notamment que ça va nécessiter des investissements massifs qui vont eux-mêmes être à l'origine de demandes de matières premières particulières. Pour l'Europe, on est à peu près à 700 milliards d'euros par an. Et en France, à 66 milliards d'euros par an, avec une espèce de parité entre l'État et les acteurs privés. Mais ces investissements massifs, vont être confrontés au problème de l'inflation, au problème des moyens financiers disponibles et aussi de la charge d'intérêt, puisque les acteurs vont devoir s'endetter pour investir. Et la hausse des taux d'intérêt, si elle se poursuit, et manifestement de ce qu'on a entendu de Madame Lagarde, elle devrait se poursuivre encore l'année prochaine, ça peut freiner le rythme de la transition. Donc on est dans une situation un peu complexe. Je regardais avant de venir hier, par exemple, le cours de l'uranium, il est en train d'exploser puisqu'on souhaite que on puisse accélérer la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire et éventuellement construire de nouvelles centrales nucléaires. Ce qui, au passage, est assez étonnant. Il y a quelques années, on déplorait et on contestait l'énergie nucléaire. Maintenant, tout le monde va s'y mettre, etc. Donc le cours de l'uranium est en train d'exploser, ce qui va avoir évidemment des répercussions sur les investissements et le coût de l'électricité à l'arrivée. Alors, le prix des produits animaux lui-même a augmenté et participe d'une certaine façon de cette inflation parce que ça a été évoqué, il y a des baisses de collecte, il y a de la décapitalisation, l'offre ne peut plus répondre complètement à la demande qui lui est adressée, donc moins d'offres, à une demande qui est à peu près constante ou qui s'est redressée. Vous avez des phénomènes de pic maintenant de prix sur la vache eau, par exemple, sur le lait conventionnel ou sur le prix du porc au cadran. Même si et que les cours piquent un peu du nez quand même en cette fin de période, mais
on reste quand même à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, et pour le porc depuis le début des années 2000. Donc, ce qui fait que le président de l'AS l'a dit, mais la situation pour les éleveurs, peut-être pas en ovin, mais sur le revenu, le travail qui a été fait par mon collègue Olivier Dupire et qui avait été présenté au conseil d'administration montre que les revenus des éleveurs s'est quand même amélioré sur l'année 2023. Ensuite, ce qu'on craignait avec la baisse des prix, c'était que le ciseau des prix puisse s'installer, c'est-à-dire que le coût des intrants continuerait à augmenter. Eh bien, heureusement, sur un an, il s'est fortement replié, c'est à peu près 8% de baisse, avec une déclinaison très importante sur les engrais, moins 32%, moins 12, moins 13 sur l'énergie et moins 5 sur l'aliment pour animaux. Donc, heureusement, parce que par voie de conséquence, on n'est pas dans un processus de ciseau des prix qui aurait aggravé les trésoreries des exploitants agricoles. Ce sont des moyennes, évidemment, comme les indices, non. Les cas particuliers, l'approche microéconomique pourrait révéler évidemment des contrastes assez importants. Je voudrais juste quand même insister sur la question de l'énergie. L'agriculteur est quand même important, voire même assez le prix du pétrole s'était très fortement replié ces derniers mois, après comme au même moment où en milieu d'année 2022. Il est en train de très nettement remonter, on est à $90 et on devrait finir l'année aux alentours de 100. Ça, c'est une stratégie délibérée de la Russie et de l'Arabie Saoudite de restreindre l'offre disponible sur le marché mondial de façon à faire remonter les prix. Et la Russie en bénéficie pleinement puisque son commerce extérieur est assez croissant et les recettes tirées de ces exportations de matières premières agricoles et non énergétiques sont en train d'augmenter, ce qui fait évidemment beaucoup de débats, en particulier dans la communauté des économistes à laquelle j'appartiens, sur les effets des sanctions. On sait que ces sanctions allaient entraver la Russie, sa stratégie de conquête de l'Ukraine, et bien, les résultats économiques ne sont d'autant plus qu'ils bénéficient d'un rouble qui s'est considérablement affaibli, et donc ça renforce cette dynamique exportatrice. À l'arrivée, encore une fois, vous voyez que jusqu'en 2020, à peu près, l'inflation est relativement basse. Il y a eu jusqu'en 2018 où on est passé un peu de 2% de la zone euro. Mais la courbe rouge, qui est l'indice des prix à la consommation, PCH, c'est l'indice harmonisé à l'échelle de la zone euro, et l'ISJ, c'est l'indice sous-jacent qui ne tient pas compte des tarifs publics. Mais dans le monde, c'est une commode un peu simple, l'indice des prix à la consommation, et qu'il a connu un pic de 6,5% à peu près en 2022. Ça s'est un peu replié. Et donc, on a terminé l'année 2022 aux alentours de 5%. Mais il n'en reste pas moins que, même élevé, et en rythme annuel, on est à peu près 5%, c'est l'alimentation quand même qui a eu l'augmentation des prix la plus forte, plus 11% sur un an, avec des conséquences fâcheuses, puisque non seulement la consommation totale des ménages a régressé, mais sur la consommation alimentaire, on est largement en dessous du niveau d'avant la pandémie de coronavirus. Ça s'explique par le fait que les ménages font des arbitrages désormais. Il y a des baisses de quantité achetées ou bien des changements dans la composition de paiement de produits, souvent avec une priorité accordée au premier prix. Ce qui a des conséquences comme vous pouvez le montrer notamment le fait de l'agriculture d'origine, avec un souci un peu moindre de la qualité de ce qu'ils consomment. Je précise que selon l'INSEE, on est à peu près sur un Français sur deux qui déclare avoir changé sa composition de panier et ses habitudes alimentaires. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et ça va évidemment amener des conséquences
sur l'état des débouchés pour les entreprises agricoles et pour les entreprises de la transformation. Sachant qu'il y a souvent un réflexe chez le consommateur, c'est que lorsqu'il constate une baisse des prix, il peut parfois même reporter son acte d'achat dans l'espoir que le prix va continuer à baisser. Et bien là, c'est du cas, comme ça augmente, il essaye évidemment d'acheter au moins cher, pensant que ça va continuer à augmenter. Donc c'est le sens de la sens inverse. Alors il y a une conséquence assez intéressante, mais fâcheuse. Je me souviens d'ailleurs être venu il y a 2 ans, comme ça ici, dans cette pleine salle pour parler des cultures biologiques. On n'avait pas imaginé que la baisse, le recul des ventes de produits alimentaires issus de la vie serait aussi fort, moins 6% sur les 3 dernières années. Et à l'exception des points de vente directs, mais après, sur des baisses, tous les autres canaux de commercialisation, avec des conséquences pour les producteurs, les quelques fermetures, même de magasins spécialisés. Mais ça n'est pas totalement isolé, puisque plusieurs pays européens connaissent la même trajectoire. C'est la Belgique, l'Allemagne, un peu l'Italie, mais aussi l'Espagne. Il y a quelque chose qui est normalement assez passé, avec beaucoup d'interrogations sur les mesures à prendre, parce que ce sont des mesures plutôt dédiées à l'offre. Ça a été le cas dans plus 70 millions récents, ou alors il faut agir sur la demande pour essayer de redresser les bouchées. Je vais revenir sur cette question. Tout cela veut dire qu'il y a un autre problème qui se pose dans ce contexte inflationniste, c'est que l'objectif de 20% de produits de en restauration collective en 2022 avait été bien beaucoup collecté, puisqu'on était en même qu'à 7, enfin, encore une marge de progression importante, pour faire en sorte que dans les secteurs de restaurants et les 80 000 cantines, on puisse atteindre ce qualité de 20%. Mais dans toutes les enquêtes menées, le critère du prix reste décisif pour consommer des produits bio, avec dans certaines enquêtes maintenant une sorte d'interrogation, de doute sur les qualités intrinsèques des produits bio comparativement à tout ce qui est HDE, JP, enfin tous les signes de qualité. Il y a quand même maintenant quelques débats autour de ça. Alors, moins drôle parce que même l'économie française c'est pas rien. La dernière enquête du Crédit, les 16% de la population française est dans une précarité alimentaire. Il représente à peu près 4 millions d'individus. Ça veut dire précarité alimentaire qu'on ne fait pas 3 repas par jour. 26% chez les moins de 40 ans, ce qui est assez surprenant. On pourrait considérer que c'est une génération qui est dans l'activité, une famille, etc. Et une personne sur 2 en situation de précarité alimentaire a recours à des aides alimentaires. Ce qui pose problème, puisque les organisations caritatives ont elles-mêmes des difficultés maintenant. Je pense que vous avez tous en tête ce qui s'est passé avec l'heure. Mais comme il y a moins de pouvoir d'achat, une incertitude sur l'avenir, les dons sont moins nombreux, et donc ça se répercute sur les budgets de ces organisations caritatives, des points que les restes du cœur vont risque le peuple qui va bouger, des données extrêmement fragiles, avec l'ancien appel pour mieux dans leur service. Il y a 2 questions qui se posent à partir de ça. Est-ce que la population française est en train de s'accomplir? Et deuxième question, dans la situation actuelle, est-il légitime de prôner la décroissance ou est-ce qu'il faut pourtant produire pour satisfaire des demandes de ménages à des prix évidemment élevés, pouvoir accéder à l'alimentation? Ça, c'est une vraie question qui mérite évidemment le dernier facteur que certains de mes collègues ont essayé d'identifier, c'est la responsabilité des industries agroalimentaires dans cette inflation. Quand vous avez un taux de marge qui s'est effondré avec la pandémie jusqu'à peu près le premier trimestre 2022, avec les effets de la guerre en Ukraine, évidemment, les coûts de production qui s'alourdissent, plus la nécessité de restaurer des marges pour conserver l'activité économique, eh bien, ça se répercute sur le prix à la consommation.
Alors, vous allez me dire que vient faire le commerce extérieur là-dedans. Moi, je vais vous rappeler que c'est quand même un point central et un atout pour l'économie. Bon, on regarde on après une année 2020 épouvantable du fait de la pandémie, de la contraction des marques de la rupture des chaînes d'approvisionnement, etc. On a restauré en 2021 et surtout en 2022 un excédent comptable de 1 milliard d'euros sur un total pour l'économie française de 164 milliards de déficit. Donc je précise à nouveau que ce secteur agricole et alimentaire, conjointement, depuis le milieu des années 70, n'a jamais connu le moindre déficit commercial, ce qui n'est plus le cas maintenant pour un certain nombre de secteurs industriels, comme l'automobile, par exemple. Donc la conjoncture était porteuse l'année dernière, le fait qu'il y ait une défaillance de l'Ukraine en particulier sur les céréales, eh bien ça a permis à la France d'exporter massivement des produits issus des productions céréalières. Le Lorient, par exemple, n'a jamais connu une intensité commerciale aussi élevée du fait des demandes qui étaient adressées il y a encore des points noirs, ils savaient notamment les fruits et légumes, mais maintenant la voilà. Donc, je je vais montrer que les 6 mois de l'année 2023, c'est moins réjouissant. On n'est plus à 15,8 à la même époque d'excédent, mais à 2,8 seulement. C'est pas imputable au recul des exportations, je progresse un peu, mais c'est surtout dû à l'augmentation des importations sur le premier semestre 2023 comparativement à la même période de 2022. Par voie de conséquence, dedans, il faut certainement mettre la viande de volaille et l'augmentation de 140% des importations en provenance d'Ukraine. L'année dernière, c'était 66% pour l'Union européenne dans son ensemble, et pour la France, 144%. Alors c'est encore sur des volumes relativement modestes comparés à nos principaux fournisseurs de poulet, notamment que sont la Pologne, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais on voit bien que il y a nécessairement, on va mener une investigation un peu plus approfondie avec une équipe, il y a certainement un lien de corrélation à établir entre l'inflation, le comportement des consommateurs qui se tournent vers des prix plus attractifs pour eux, et l'augmentation des importations. Donc ça, c'est un véritable problème qui ouvre évidemment des perspectives de débat autour de la souveraineté alimentaire en partie. Alors, tout ça pour dire que moi, on essayer de tracer quelques perspectives, même si l'incertitude générale c'est radicale. Hein. Personne ne peut envisager à quel moment, comment on va sortir de ce conflit ukrainien ou flamand. Mais je voudrais quand même rappeler que dans ce contexte ici, nous avons des perspectives a priori favorables. N'oubliez pas l'évolution de la population mondiale. On dit souvent que c'est pas un argument, mais quand même, à l'horizon 2031, la consommation alimentaire mondiale devrait prendre 1,4% par an. Et je rappelle au passage que 30% de la population mondiale est en situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée. Donc c'est 30% sur 8 milliards, vous voyez, ça fait quand même un bel effectif d'individus. Ensuite, vous avez des perspectives sur 2031, je ne vais pas aller plus loin, parce que 2050, l'IAS du bas, parce que ça va pas diminuer. Mais l'Asie et l'Afrique subsaharienne vont probablement tirer vers le haut cette démographie. Donc, il va bien falloir répondre à ces demandes dans la mesure où tout le monde souhaite que chacun soit autosuffisant, mais la durée d'atteindre l'objectif c'est suffisamment longue, et donc il faut se préparer non seulement à répondre à nos besoins propres, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, pour les plus précaires, mais aussi à ses besoins internationaux. Parce que, le monde agricole, c'est-à-dire les terres cultivables, vous voyez qu'elles sont pas partout. C'est très concentré, et la France détient un atout en matière de terres cultivables. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc que tout le nord de la Suisse, une grosse partie de l'Océanie et une grosse partie de la Suisse, la Chine en particulier, ils sont confrontés à des problèmes d'espace agricole cultiver les agriculteurs. Et ensuite, sur les céréales, je rappelle que pour la demande mondiale, on est sur une perspective 2032
demande mondiale de blé devrait augmenter de 11%, avec des pays comme l'Inde, qui est pourtant un gros producteur, pour amener ça à sa population, le Pakistan, l'Égypte, la Chine, qui importe de plus en plus de céréales et de blé et de maïs en particulier, et quelques autres, la Tunisie, la Libye, l'Éthiopie, l'Algérie, et ainsi de suite. On pourrait difficilement contourner, dans cette perspective d'offre d'aliments de produits agricoles à l'échelle mondiale, dans certains pays, la question migratoire est évidemment se pose de plus en plus. Et en face, vous avez une très forte concentration de producteurs et des exportateurs. En gros, vous avez une dizaine de pays qui peuvent assurer 80% de la demande adressée en céréales, dont la France, qui est, selon les années, 4e et 5e exportateur mondial de blé. Alors ensuite, il y a une chose intéressante qui se dégage. La position de l'Union européenne qui ne peut plus maintenant exporter de céréales, de maïs, elle est même importatrice nette, et que la France, en Union européenne, peut encore exporter le maïs. Et je signale que pour l'année 2023, on va se terminer avec un recul des États-Unis comme premier exportateur mondial de maïs, puisque le Brésil vient les supplanter en tant que premier exportateur mondial de cette denrée. Donc vous voyez que l'échiquier mondial agricole, à la faveur de plein de facteurs, mais surtout de cette guerre, est en train de se modifier de façon un peu structurelle. Alors comment on sort de tout ça? On est vraiment sur le fil de rasoir. Je ne suis pas certain que la politique monétaire restrictive, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt, soit la solution. Elle peut même ralentir, peut-être même entraver la transition énergétique et écologique qu'on nous annonce et qui est certainement nécessaire. Et j'ai rappelé que cette inflation, elle était indissociable précisément des processus d'adaptation de le modèle, parce qu'elle nécessite énormément d'investissement et d'achat de matières premières. Alors, hausse des salaires pour compenser l'inflation, le président pour savoir s'ils sont en mesure d'augmenter les salaires de nos collègues. Évidemment, tout le monde y serait favorable pour essayer de moins ramasser du pouvoir d'achat. Il y a juste une petite contrainte pour l'économie française sur laquelle on a lutté à chaque fois. Et en particulier au début des années 80, ça a été dévastateur. C'est notre déficit extérieur. Si on augmente le pouvoir d'achat, ce qui est encore une fois une bonne chose, mais si ça passe dans les importations, ça ne peut aggraver le déficit. Et on ne vous rappelle pas quand même que chaque déficit doit être par un moyen ou par un autre financé. Donc là, l'année dernière, c'est 164 milliards, on sera un peu moins en 2023 probablement, mais c'est quand même quelque chose d'important à rappeler. Ce qui me paraît en revanche, dans le contexte actuel, c'est que l'appareil industriel n'est pas en mesure, n'est plus en mesure de répondre à la demande intérieure ou au surcroît de demande intérieure qui pourrait être occasionné par cette augmentation de salaire, par exemple, et certains secteurs industriels de l'alimentation ne le peuvent pas non plus, ce qui explique que les augmentations d'importation ont été constatées. L'élevage bovin, là, en viande, ça constitue une source de préoccupation assez fondamentale. Je crois qu'il y a une issue radicale, mais c'est une phase de sauveur, mais ça sort même du champ de gouvernance. C'est qu'il faudrait mettre fin à cette hostilité entre la Russie et l'Ukraine, mais tous les observateurs indiquent que on se en un certain conflit relativement long et qui devrait dissimuler, mais qui dissimule déjà un autre conflit à venir, celui entre les États-Unis et la Chine. Je précise que n'est pas du tout exclu, les échanges que je peux avoir avec les collègues de l'ambassade aux États-Unis, que les Macron proviennent de faire, et que la question des droits de douane contre la Chine pourrait se reposer à l'épaule. Il y a évidemment des phénomènes d'inflation mondiale qui pourraient être sous-jacents. Donc, il faut que cette inflation soit traitée. Je me demande si c'est efficace. Secteur par secteur, je ne sais pas trop non plus. Je pense qu'on a une politique globale à mener, y compris en Europe, parce qu'il y a des répercussions sociales et évidemment, on a tous en mémoire, on a une gilet jaune. C'était quand même le point de départ, c'était le prix de l'énergie, Donc certains
d'entrepreneurs notamment. Donc c'est quelque chose d'important. Quand je parle de politique globale, parce que je n'ai pas pu avec ça, que j'ai commencé un peu par ça, il avait été envisagé au sein de la zone euro de réviser les critères de convergence. Inflation à 2%, déficit à 3% et endettement à 60%. Et même il y a une première négociation entre les États membres et la Commission et l'Eurogroupe devait assouplir dans le contexte actuel ces critères, accorder par exemple aux États la possibilité d'aller à 4% de déficit ou à 5%, et puis aller de 70 à 80% dans le compte public. Ces premières négociations étaient assez prometteuses. Manifestement, la Commission a fait machine arrière et on restera en l'état actuel sur ces critères définis au moment de l'adoption de la CE. Voilà, je vous remercie.